Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous les analyses de Christian Solidarity International, que j'appellerai CSI dans la suite de cet exposé, et les témoignages que nous avons recueillis sur le terrain, donc à la fois d'acteurs locaux qui sont engagés dans la défense des droits de l'homme et aussi des témoignages de victimes. Donc, laissez-moi présenter CSI en 2 mots. Donc, c'est une organisation internationale de défense des droits de l'homme pour la liberté religieuse et la dignité humaine. Et elle est composée de chrétiens de toutes confessions, donc des catholiques, des réformés, des évangéliques. Et CSI travaille soit en direct, soit avec des partenaires locaux pour défendre les droits des minorités religieuses et apporter de l'aide aux victimes de la violence. En Afrique et au Moyen-Orient, les chrétiens ont subi et subissent toujours toute une gamme de misères, depuis la discrimination dans la société jusqu'au meurtre à cause du djihad. Donc le djihad, qu'on peut traduire par guerre sainte, c'est l'expansion de l'islam par la violence. Donc une expansion géographique, il s'agit de conquérir des territoires pour y instaurer une islamisation totale du droit, des institutions, du gouvernement, etc. Pour se rendre compte de l'expansion du djihad, on peut comparer 2 cartes, donc vous les trouverez sur le site du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, une carte de 2010 et une carte de 2018. Donc en 2010, vous verrez que les groupes présents, c'est AQMI en Algérie et les Al-Shabaab en Somalie. Et en 2018, on voit que le djihad s'est largement répandu ces dernières années. Sauf en Algérie où il a diminué, il s'est renforcé au Mali, au Nigeria, ainsi qu'en Somalie. Il est apparu en Libye et en Égypte. C'est donc une réalité incontestable, cette expansion du djihad. Cela touche plusieurs nations très différentes, avec des groupes djihadistes distincts et même souvent concurrents, mais il y a quand même un mouvement d'ensemble. Chaque pays est touché selon son histoire, sa culture, ses faiblesses intrinsèques. Donc j'arrêterai là les analyses générales et je vais me concentrer sur le Nigeria. Le Nigeria, pourquoi? Parce que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, et de loin, avec plus de 200 millions d'habitants. Et ce qui se passe au Nigeria déstabilise toute l'Afrique. Il y a schématiquement 50% de chrétiens, surtout au sud, et 50% de musulmans, surtout au nord. C'est une confédération, et ça a son importance. 9 États fédérés du Nord ont incorporé la charia dans leur système juridique depuis plus de 10 ans, et 3 l'ont institué en partie. Et si vous voyez les États en vert sur la carte, actuellement, c'est celles qui sont victimes de violences islamistes répétées, même si la violence peut être présente sporadiquement ailleurs. Dans les États fédérés du Nord-Est, c'est Boko Haram qui attaque et détruit des villages entiers, chrétiens et musulmans, qui ne veulent pas se soumettre tout simplement à leur autorité. Depuis 2009, on estime que plus de 20 000 personnes sont mortes au nord-est du Nigeria et qu'environ 2 millions de personnes sont déplacées pour fuir ces violences. En 2014, Boko Haram a proclamé un État islamique, donc en attaquant fréquemment églises et mosquées. Ensuite, une force multinationale s'est mise en place en provenance de plusieurs pays africains, et Boko Haram a perdu du terrain. Mais ces derniers mois, ces attaques se sont intensifiées sur les bases militaires, en particulier Borno et Yobe. L'armée nigériane affirme qu'elle a pris le dessus, mais il semble bien que les attaques s'intensifient à nouveau. Dans le centre du Nigeria, ce sont les islamistes Peul, on appelle Fulani en anglais, qui attaquent. Et là, les villages chrétiens sont systématiquement visés. Donc au Nigeria, environ 250 groupes ethniques, 500 langues, donc c'est énorme. Mais les Peuls sont une des ethnies les plus nombreuses, parmi les 4 les plus nombreuses.
Au Nigeria, certains Peuls sont encore des bergers semi-nomades, ou d'autres sont sédentarisés. Et ils avancent de plus en plus vers le sud. Ils ont dû quitter leur pâturage traditionnel du nord pour partir vers le sud, à la fois à cause de Boko Haram qui a semé je dirais la violence et donc le désordre dans la région, mais également la désertification. Et donc, ils descendent vers le sud sur des régions à dominante agricole et chrétienne, à la recherche de pâturage et d'eau. Et donc, il y a une minorité en pourcentage, mais très active, de Peuls qui sont lourdement armés et qui ont causé une vague d'attaques brutales dans cette partie centrale du pays. Donc, destruction d'églises, d'habitations, assassinats, déplacement de population. Donc, ce que souhaite faire CSI, c'est vraiment donner la parole aux défenseurs des droits de l'homme nigérians, parce que c'est d'abord eux, à notre avis, qu'il faut écouter. C'est eux qui sont sur place, qui ont le courage de parler. Et en plus, ce qu'ils nous demandent, quand on les interviewe, c'est que les pays occidentaux entendent ce qu'ils ont à dire. Donc là, je reprendrai les positions de deux d'entre eux. Donc tout d'abord, Sarah Okepe, qui est la partenaire locale de CSI au Nigeria, qui est une ancienne ministre. Elle a été ministre des Ressources en eau de 2011 à 2015 dans le gouvernement de Monsieur Jonathan, qui est le prédécesseur du président actuel. Et elle dirige l'organisation Emancipation Center for Crisis Victims in Nigeria, donc qui aide les victimes des attaques Peuls. Elle est originaire du centre du Nigeria, donc dans cette région ici de l'État, je crois que c'est Plateau, Kaduna, je crois que c'est Plateau, dans la région de Jos. Et donc, elle a donné en particulier une interview l'an dernier à CSI où elle explique bien la situation. Donc, dans cet état, je vais quitter ici le partage. Donc, dans cet état, les Peuls vivaient, disons, cohabitaient avec les chrétiens de façon pacifique pendant des années. Et en fait, ils ont été cette relation a été complètement empoisonnée par l'arrivée de fondamentalistes islamistes. Et maintenant, il y a vraiment une peur et contre la population locale, des meurtres, des destructions. Et ce qu'elle nous dit, c'est que les Peuls ont été encouragés par le fait que l'armée nigériane a fermé les yeux sur certaines provocations qu'ils ont d'abord fait. Donc, par exemple, faire brouter leurs troupeaux sur des champs privés ou détruire les champs avant la moisson. Et en fait, il n'y a pas eu de sanctions. Et parfois même, ils ont attaqué des villages sans que l'armée ne réagisse. Et donc, ils ont ensuite eu accès à des armes sophistiquées. Donc, ce qui apparaît, c'est que les armes qui sont là sont des armes de guerre, en fait. Et donc, comment ils les ont eues? Donc, plusieurs, on ne sait pas très bien, mais une possibilité, c'est que soit que Boko Haram, qui a récupéré beaucoup d'armes dans le nord-est du Nigeria, leur ait fourni des armes, mais également qu'il y ait des complicités au sein de l'armée, puisque ce que nous dit Sarah Okepe, c'est que des personnes ont reconnu des officiers de l'armée lors des attaques qu'ils ont subies. Donc, il y aurait eu des officiers qui ont participé à des attaques. Donc, vous voyez que c'est une situation confuse, parce qu'on nous dit par ailleurs que l'armée défend bien sûr les citoyens contre les attaques. Donc, leur technique des Peuls, ils se déplacent vers le sud et ils essayent de détruire les moissons de détruire les récoltes avant la moisson
pour chasser les personnes qui n'ont plus rien en fait sur place pour vivre. Et dans de nombreuses régions, les habitants vont plus aux champs en fait parce qu'ils ont peur. Donc il y a une vraie peur qui s'est installée. Et donc ce que dit cette personne, c'est que elle parle de génocide ou de situation pré-génocidaire et elle pense que c'est pas exagéré. Donc et c'est pas nouveau. Enfin ça augmente progressivement puisqu'en 2010 il y a déjà eu en une seule nuit plus de 200 personnes qui ont été tuées dans plusieurs villages de communautés à 100% chrétiennes et qu'il y a une sélection délibérée dans cette région de population chrétienne. En revanche, c'est une différence avec ce qui se passe au nord-est avec Boko Haram, où là, il y a eu également de terribles attaques. Mais en revanche, elle touche tous ceux qui refusent de se soumettre à Boko Haram. Donc, il y a eu des chrétiens, mais aussi des musulmans. Mais par contre, dans cette région de Jos, dans le centre du Nigeria, c'est bien les chrétiens qui sont les victimes. Tout ça intervient dans un contexte où il y a une islamisation progressive en fait du pays par le fait de discrimination. Elle a observé dans le centre du Nigeria, par exemple, que les nominations aux postes de fonctionnaires, aux postes gouvernementaux sont accordées en priorité aux musulmans autochtones, même s'ils représentent une petite fraction de la population dans ces États-là. Et donc, il y a bien une politique, par ailleurs, de promotion de l'islam qui cohabite ou qui coexiste avec des actions violentes qui sont des actions par des islamistes. Je voudrais vous montrer une vidéo qui a été tournée en l'été 2018. Parce que du 21 au 22 juin 2018, il y a eu une de ces attaques. Et je crois que c'est important quand même de se rendre compte. Donc, je vais partager mon écran, de se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Donc, je vous ai pas mis le son parce que c'est de l'allemand. Bon, donc là, c'est juste après l'attaque. Hein, donc, voilà les victimes. Ça a été tourné par CSI. C'est passé, donc, comme vous voyez, aux informations. Et ici, on voit des survivants, des femmes, des enfants. Et ensuite, on voit les destructions, les personnes qui partent. Et là, c'est en allemand, mais je vais vous traduire. Donc, le petit, il disait Allah Akbar. Ils ont commencé à tirer. Et je disais Dieu est de nous. Tu es le seul qui puisse nous aider de ces personnes. Ils ont brûlé nos maisons. Ils prenaient toutes les affaires des gens et ils les emmenaient. Et puis, j'ai compris que c'était à cause de la religion. Ils tuaient seulement les chrétiens. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient pas de commencer. Il faut que la communauté internationale se rende compte. On ne peut pas les laisser. Les Fulani, ils ont des armes. Et le monde doit voir ce qui se passe dans l'état du plateau. Le monde doit voir ce qui nous arrive. C'est vraiment trop. Ils ont ouvert la porte, ils ont mis du pétrole dans la maison et ils ont tout brûlé. 8 personnes sont mortes. Je veux que le monde nous voie. S'il vous plaît, aidez-nous. Voilà. Donc, on est arrivé, CSI, on était déjà présent au Nigeria, mais donc on est arrivé juste après. Alors,
je vais vous montrer juste une dernière image qui est une photo qu'on a prise, je dirais, juste après. Voilà, donc là, c'est les collaborateurs de CSI et c'est une distribution de biens de première nécessité. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez les visages, c'est donc très dur. Hein, c'est des expériences qui sont très difficiles. Alors, on peut se demander comment en est-on arrivé là. Donc là, ce que je voudrais, c'est vous faire partager ce qu'en dit notre deuxième grand témoin, c'est Monseigneur Obira Ike. Il est évêque. Il est né au nord-ouest du Nigeria. Il habite maintenant au sud-est, évêque catholique et aussi militant des droits de l'homme, puisqu'il a fondé à ce jour plus de 20 ONG qui sont actives dans les domaines du christianisme, de l'islam, de la justice, de la paix. Et lui aussi, il est venu en Suisse chez CSI l'année dernière et il a été interviewé justement sur cette vision du conflit au Nigeria. Donc, je vais vous montrer sa photo, mais c'est pas le plus. Donc, en fait, ce qu'il dit déjà, c'est que il récuse. Voilà, c'est Monseigneur. C'est lui. Donc, il récuse le terme de guerre de religion. Et il affirme en fait que les Peuls sont manipulés à des fins politiques par le pouvoir en place dans le cadre d'un programme d'islamisation du pays. Il rappelle d'ailleurs que le président actuel, sa candidature a été soutenue par Boko Haram au présidentiel, aux dernières présidentielles. Donc c'est important et ça rejoint le titre de notre conférence. On a appelé ça les victimes de l'islam politique. Donc ce qu'il dit, c'est qu'effectivement les victimes des Peuls sont bien des victimes de l'islam politique. Et qu'au cours des 100 dernières années, les nomades Peuls vivaient en paix avec les agriculteurs chrétiens, et c'est seulement à partir de 2015, donc au moment de l'accession au pouvoir du nouveau président, qui est lui-même d'ethnie Peul d'ailleurs, que tout ça a commencé. En fait, que ça s'inscrit dans un programme délibéré d'islamisation du pays. Donc, ce qui s'est passé en début d'année 2020, fin 2019, début 2020, c'est un début d'alerte à la communauté internationale par plusieurs biais. Donc, en janvier 2020, CSI a publié une alerte au génocide et demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir. Bon, il n'y a pas eu de suite, d'ailleurs. En France, cet appel a été accueilli avec indifférence et même parfois a été contesté. Donc, je voudrais revenir sur cette controverse parce que c'est important, c'est intéressant de voir les arguments qui ont été échangés. Donc, vous savez sans doute que Bernard-Henri Lévy a publié en décembre 2019 dans Paris Match un reportage, parce qu'il est allé là-bas, justement dans cette région, dans le centre du Nigeria, et il a qualifié la situation de pré-génocidaire. Et ensuite, une tribune a été signée dans Le Monde par un chercheur au CNRS, qui est Vincent Fouché, professeur à l'Institut d'études politiques, et qui a dénoncé donc cette vision en disant que c'était une vision simpliste, c'est-à-dire que la guerre était d'abord due à la concurrence entre les agriculteurs et les éleveurs pour les terres, et que c'était plus important que les affiliations religieuses. Il y a des extrémistes des deux côtés. C'était
ce qu'ont dit les signataires, ce qui est vrai aussi. Il y a une anxiété symétrique et donc parler de génocide polarise encore plus les communautés. Donc le premier argument, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas en parler pour ne pas, en quelque sorte, mettre de l'huile sur le feu. Enfin, quand on doit dénoncer une vérité, il faut en parler. Je veux dire. Sinon, c'est de pire en pire. Et alors ensuite, le chercheur voit dans ces accusations l'influence des milieux évangéliques américains. Alors là, on rentre vraiment dans la théorie du complot. Parce que pourquoi les milieux évangéliques américains? Bon, c'est vrai que parmi les chrétiens du Nigeria, il doit y avoir 75% de protestants, baptistes, évangéliques et 25% de catholiques. Mais bon, là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est la réponse d'un prêtre anglican et journaliste nigérian qui s'appelle Hassan John et qui est prêtre dans le diocèse de Jos, donc à cet endroit aussi. Et il a voulu répondre vraiment point par point à cet article et aux différents arguments qui ont été exposés. Donc d'abord, il a dit que ceux qui vivent comme lui au Nigeria, ils savent que on peut pas minimiser ce conflit. Il existe et il est très grave. Et il a confirmé que la situation pour lui était pré-génocidaire et qu'il y avait un risque que ces assassinats ciblés se transforment en génocide. Et donc ce risque est réel. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que l'État clairement n'est pas le principal responsable. Donc vous voyez, par rapport à Monseigneur Riquier, il n'a pas la même position. On voit bien que c'est quand même complexe, c'est-à-dire on ne sait pas très bien en fait quels sont tous les facteurs et quels sont les responsables. Donc en tout cas, il y a des signes avant-coureurs qui ne doivent pas être ignorés et il faut comparer cette période qu'on vit aujourd'hui au Nigeria avec ce qui s'est passé juste avant le génocide au Rwanda. C'est des situations qui sont complexes et qu'il ne faut pas minimiser, même si elles sont complexes. Il faut quand même en parler. Et en tout cas, ce qui est un petit peu encourageant, c'est que la Cour pénale internationale a lancé des enquêtes préliminaires. Alors ensuite, ce que dit M. Fouché, c'est que pour avoir un génocide, il faut avoir un plan de violence massive ciblé contre des groupes et que l'État doit en être l'auteur. C'est peut-être s'il fait référence à la définition du génocide, mais il faut en tout cas ne pas minimiser ce qui se passe, ça, c'est clair. Et également, le fait de dire que c'est d'abord le conflit sur les terres entre les éleveurs et les agriculteurs qui est la source du conflit, c'est méconnaître l'histoire en fait du Nigeria, où tous ces conflits politiques au Nigeria, ont toujours été ancrés dans des perspectives religieuses et avec des visions contradictoires de la société. Ça n'a jamais été des conflits purement économiques. Et puis, quant à l'évangélisation américaine ultra-missionnaire qui aurait alimenté l'islam radical, il faut juste rappeler que les Peuls, et à l'époque c'était le djihad mené par Dan Fodio, et existait déjà au début du 19e siècle, avant que les missionnaires chrétiens n'arrivent. Donc c'est aussi des conflits qui viennent de beaucoup plus loin, entre donc les musulmans modérés, les croyants traditionnels et puis les islamistes.
On a aussi l'impression qu'en France, on veut surtout ne pas pouvoir être accusé d'islamophobie, donc être politiquement correct. Donc ça conduit aussi à avoir une vision qui est faussée d'une réalité. En particulier, le fait d'exclure d'office tout facteur religieux dans l'analyse d'une situation, parce que c'est conduire à affirmer une guerre de religion, alors que c'est pas forcément ça, mais qu'il faut au moins en être conscient, quoi, qu'il y a des facteurs religieux, en particulier au Nigeria. Alors, il est vrai, et ça c'est important de noter, que les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir été visés aussi dans le centre, parce qu'il y a eu des représailles contre des musulmans qui ont soutenu, voire sauvé des chrétiens qui étaient attaqués dans les villages. Et donc, à ce moment-là, il y a eu effectivement aussi des attaques contre des musulmans. Et on peut citer un imam qui a reçu un prix du gouvernement américain l'année dernière, parce que au centre du Nigeria, il a protégé et sauvé des chrétiens qui étaient attaqués. Donc, vous voyez que il y a possibilité, quand on est au courant des bonnes informations, d'avoir une vision qui est plus juste et de ce qui se passe là-bas. Ces articles sont dans un site que je vous recommande, qui s'appelle Nigeria Report. Donc j'enverrai aux participants, et qui est un site en anglais, mais qui recense, où CSI recense tous les publications, les articles, et puis fait aussi des articles lui-même sur cette situation au Nigeria, qui a été lancé l'an dernier. Il est dédié à ça, et dédié au plaidoyer. Et ce qu'on veut, c'est vraiment que ces idées, cette vision juste, elle se diffuse, et que de nouveaux morts soient évités, parce que les commémorations, c'est important, mais là, on a une situation pré-génocidaire maintenant. Donc, si la communauté internationale réagit maintenant, de nombreux morts pourraient être évités. Donc, il faut vraiment diffuser cette information, se renseigner et savoir démonter les raisonnements qui sont de circonstances ou qui sont superficiels. Voilà. Donc moi j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Angélique, merci d'avoir passé en revue et d'avoir posé cette question, en fait. Effectivement, montrer que il y a des façons de renvoyer le débat aux historiens en disant qu'il y a des assassinats de tous les côtés, de rendre tout le monde coupable, et finalement personne n'est vraiment coupable, personne n'est vraiment responsable. C'est malheureusement un processus qui est très courant dans ce genre de situation. Je voudrais juste faire un commentaire avant que Diane ne prenne la parole. Par rapport à ce que je voudrais insister sur le fait que dans notre association, je dirais pas son originalité, mais en tout cas quelque chose sur lequel nous insistons, c'est que toutes les victimes puissent intervenir pour défendre les autres victimes, quelle que soit leur croyance ou non-croyance. Bien, maintenant, nous allons nous déplacer vers l'ouest de l'Afrique. Vous avez vu donc ce qui se passait au Nigeria, et un peu plus à l'ouest, il y a le Mali. Je vais donner la parole maintenant à Diane, Diane Chanel. Vous m'entendez, ça? Ah bon, je sais pas. Oui, on t'entend. D'accord. On entend Diane maintenant. Donc, vous m'entendez avec une voix normale? Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Donc, je peux parler? Oui. Oui.
Avant de commencer justement et de lire malheureusement le texte, j'aime pas tellement agir comme ça, mais là je vais lire l'article que j'ai écrit sur le Sahel, qui s'appelle Péril au Sahel. Ce qui est pour moi terrible, c'est d'entendre ce qu'a dit Angélique Gourlet à propos du négationnisme qui se met immédiatement en place à travers justement des espèces de comment dire, cautions scientifiques ou historiques, etc. Et immédiatement on se retrouve face à un déni. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas un génocide, etc. Alors je trouve ça épouvantable. C'est exactement ce à quoi nous avons été confrontés tout de suite avec le comité Soudan. Donc on a créé le comité Soudan, c'est qui par rapport au génocide du Soudan qu'on dénonçait, et ça se passait avant que les événements du Darfour commencent, et qui ont suscité donc la création de Urgence Darfour. Donc j'ai été longtemps vice-présidente, et effectivement à chaque fois on se trouve face à ce déni. Enfin, c'est absolument incroyable pourquoi l'Occident a aussi peur de dénoncer cette réalité et de soutenir des actions criminelles en les excusant. Enfin bon. Donc j'espère que le Nigeria trouvera un appui plus conséquent, au niveau international. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que par rapport au Sahel, je vais vous lire l'article, c'est que finalement on se rend compte que le djihad n'est pas du tout quelque chose de récent, et bien au contraire qui remonte au moins au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce propos. Donc l'intervention que je fais se passe en 3 temps. Il y a d'abord un historique sur le djihad, effectivement, qui remonte au XVIIe siècle, comme je viens de le dire. Ensuite, je parlerai de l'action militaire internationale, où malgré tout la France est présente, de l'idéologie qui entoure ces actions. Et je parlerai d'abord du contexte, et ensuite je citerai quelques événements qui ont eu lieu directement en France et qui sont liés donc à cette guerre du Sahel. Donc, comme je le disais, le djihad au Sahel n'est pas récent. Le conflit violent associé au terme de djihad aujourd'hui a une longue tradition dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le djihad a transformé une bonne partie de la savane et du Sahel au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, particulièrement durant le premier tiers également du XIXe siècle. Ces conquêtes mettaient en avant la dimension religieuse, mais il semble que la dimension ethnique Peul, donc on parle beaucoup des Peuls, de Angélique on a aussi parlé, était également forte. Donc en fait, en 2020, on retrouve les mêmes problématiques. Il en est de même pour la dimension économique. La puissance de ces empires était fondée sur un développement économique essentiellement basé sur le commerce et l'utilisation des esclaves. Le commerce des esclaves et l'utilisation des esclaves est souvent quelque chose qui est très nié, parce qu'on dit toujours que les musulmans ne pratiquent pas l'esclavage et que l'esclavage est interdit dans le Coran, ce qui est en fait exactement le contraire de ce qu'on peut constater. Le mouvement du djihad a modelé l'Afrique de l'Ouest en posant les bases de la conversion de la majorité de la population à l'islam. Il a engendré la création de grands empires islamiques qui ont modelé le paysage politique, religieux et culturel d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, et par la suite de l'Afrique de l'Est jusqu'à la mer Rouge et l'Éthiopie à la fin du XIXe siècle. En 1835, donc ça c'est vraiment important de le savoir, en 1835, parce que c'est la situation actuelle, presque toute l'Afrique de l'Ouest se trouvait sous la domination des régimes djihadistes, où étaient organisés dans la résistance au djihad. Résistance qui devait continuer jusqu'à l'occupation européenne et l'établissement des gouvernements coloniaux. Donc ça c'est aussi un point important, c'est que d'ailleurs surtout quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que on insiste toujours beaucoup sur le colonialisme français, on ignore souvent que le colonialisme français et anglais a mis fin à l'esclavage dans la plupart de ces pays, entre autres en Algérie. L'occupation coloniale européenne a temporairement supprimé le djihad. Et c'est bien ce djihad qui renaît maintenant, qui refait surface de façon visible.
La majorité des djihadistes étaient motivés par l'espoir de gains extra-religieux. Le plus important étaient les esclaves. Au milieu du XIXe siècle, il y avait dans les États djihadistes une population esclave plus nombreuse qu'aux États-Unis, dans les Caraïbes et au Brésil réunis. Donc ça, ce serait quand même des choses importantes que tout le monde sache. D'ailleurs, de toute façon, ça fait partie des engagements que j'ai depuis fort longtemps, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la traite transsaharienne. Enfin, quand vous imaginez, je le répète, qu'en 1835, presque toute l'Afrique de l'Ouest se trouvait sous la domination de ces régimes, je le répète, et que l'esclavage était plus nombreux qu'il pouvait l'être aux États-Unis, dans les Caraïbes et dans les îles. Donc c'est quand même, moi ça me semble quand même spectaculaire, ça mérite d'être répété. Les 4 principales routes transsahariennes sont en Afrique de l'Ouest, principalement Tombouctou, Bornou, Ouéda et pays Haoussa. Ce sont celles du Bornou et du pays Haoussa qui véhiculaient le plus gros trafic d'esclaves. Ce sont des régions dont on parle bien sûr maintenant actuellement. Au XIXe siècle, le Bornou, actuel Nigeria, donc on vient d'en parler, et le Barguirmi, actuel Tchad, étaient les plus fameux centres de production d'énuques. Bon, c'est quelque chose de nuques, sur lequel j'ai beaucoup travaillé là en tant qu'artiste pour dénoncer ce commerce d'énuques qui, selon moi, a été une des causes a été un des aspects génocidaires de la traite transsaharienne, et c'est aussi quelque chose dont on parle peu. Ce sont les colonisateurs anglais qui mettront fin à la chasse aux esclaves au Nigeria, comme au Soudan, et comme les Français l'ont fait au Tchad. Donc ce sont des éléments qui sont, je le répète, à mon avis, très peu mis en avant et souvent méconnus. C'est la même stratégie de conquête que par le passé. Je parle actuellement. Le djihad aujourd'hui est l'expression idéologique d'un militantisme musulman avec un désir d'arabisation et d'islamisation. Le Sahel est identifié comme un ventre mou par les djihadistes, parce que ce sont des populations fragiles, qui sont peu guerrières, sont des populations qui sont faciles à attaquer. La recrudescence et l'extension du phénomène djihadiste se jouent sur un arrière-plan de misère et de grande fragilité sociale. La guerre est présente au Mali depuis 2012. Lorsque les djihadistes sont venus d'Algérie au Mali, au début des années 2000, ils n'étaient qu'une poignée et étaient hautement vulnérables. Donc on aurait pu les anéantir ou les neutraliser, ce qui n'a pas été le cas. Leur première base était située dans la région de Tombouctou. Ils ont depuis prospéré militairement et financièrement au point d'occuper les 3 grandes provinces du nord les 3 grandes provinces du nord du Mali, Kidal, Gao, Tombouctou. Pendant l'essentiel de l'année 2012, l'intervention militaire française Serval les a chassés des centres urbains, mais ils ont essaimé dans les espaces ruraux, au-delà même des zones qu'ils tenaient en 2012. Aujourd'hui, les mouvements historiquement issus d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ont pris pied dans le centre du Mali. Ils opèrent au Burkina Faso et plus sporadiquement au Niger. L'expansion géographique de leur action militaire est spectaculaire. Ils se sont étendus et ils ont pris un pouvoir, et aussi un pouvoir médiatique, considérable. J'aborde maintenant l'action militaire internationale d'idéologie. L'armée française est présente au Sahel. Les opérations militaires françaises ripostent à la guerre déclarée en 1995, lorsque ce qui deviendra plus tard AQMI a organisé une série d'attentats en France, envisageant même de lancer un avion de ligne au cœur de Paris. Bon, ça, je l'ignorais. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça me semble, c'est une information qui me semble assez effrayante. Ensuite, AQMI et d'autres ont entrepris d'harceler l'armée française dans le Sahel en tuant ses ressortissants, en les prenant en otage. Armée qui s'est d'abord contentée de se protéger de leurs actions. Donc en fait, d'avoir j'imagine qu'ils avaient un mandat assez neutre, de ne pas enflammer les choses. Bon, c'est parfois ce qui se passe dans ce genre de situation. Mais certains États de la région, dont le Mali, ont appelé au secours avant leur effondrement. J'imagine que vous vous souvenez de l'appel du Mali vers la France. En tout cas, moi, je m'en souviens. Et d'ailleurs, quand j'ai été invitée pour une exposition au Mali peu après l'intervention française, et quand on arrivait à l'aéroport, il y avait marqué « Merci la France ». Donc, évidemment, ça nous faisait très plaisir. Je ne suis pas sûre que ce soit encore marqué maintenant. Bon.
C'est ainsi que pour la première fois depuis 1978, la France s'engageait au combat contre des organisations armées. Cette opération Serval, à l'époque elle s'appelait opération Serval, a été un remarquable succès, en grande partie du fait de la territorialisation de l'ennemi dans le nord du Mali, qui fournissait des objectifs clairs, évidemment plus faciles à attaquer, et donc à conquérir. D'après David Gakunzi, qui est un journaliste burundais, sans l'intervention de la France, le Mali serait aujourd'hui un califat. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui serait important d'avoir à l'esprit et de relayer, parce qu'on n'en parle pas, à mon sens, assez. Dans le cas de Serval, on pouvait voir les forces françaises et alliées progresser vers le nord, libérer Gao et Tombouctou pour détruire la base d'Akmi dans la vallée d'Ametetai. Malgré cette réalité, un discours conspirationniste attribue à l'ancienne puissance coloniale la paternité du péril djihadiste au Sahel. C'est pour ça que ce passage s'appelle Action militaire internationale et idéologie, parce que l'idéologie est autour des Français qu'on soupçonne de complot est extrêmement délétère. Les attaques djihadistes récurrentes et les massacres au Sahel seraient le résultat d'un complot téléguidé par la France, avec pour stratégie occulte de fragiliser la sécurité des pays sahéliens, afin de légitimer la présence militaire de l'ancienne puissance coloniale dans la région. Ça va, Alexandre? Parce que tu m'entends bien, non? Tu as l'air nerveux, c'est ce que je dis. Non, j'espère que c'est ce que je dis. On en a beaucoup discuté depuis 2 jours, mais ça va très bien. Tu peux d'accord, je suis rassurée. Bon. Plutôt que... Voilà. Ce discours... Cette présence militaire viserait le contrôle non avouable des richesses, qui viserait les richesses du sous-sol de ces pays. Enfin, c'est des discours qu'on entend beaucoup. C'est un paradoxe puisque le djihadisme est bien mené par des Arabes venus de pays musulmans pour une guerre de conquête en terre noire africaine. Donc, il me semble que la logique est illogique. Quoi. Ce discours est véhiculé à la fois par un panafricanisme virulent et par les mouvements djihadistes. Ces mouvements djihadistes ont bien compris l'intérêt de structurer leur propagande autour du ressentiment existant vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale pour étendre leur influence, plutôt que de mettre en avant un prêche prônant la réislamisation forcée des sociétés sahéliennes. Argument moins attrayant, moins porteur, moins populaire. Donc évidemment, c'est toujours plus commode d'attaquer les démocraties. Ce discours conspirationniste, expansionniste, repose surtout sur le fait qu'une grande partie de la jeunesse, se méfiant des informations véhiculées par les médias traditionnels qui cacheraient la vérité, est fortement intoxiquée par les rumeurs et informations non vérifiées, donc les réseaux sociaux, propagées à flux continu via les réseaux sociaux, jugés plus fiables comme source d'information. Discours parfois dictés par le désarroi généré par la terreur imposée par le djihadiste. On a vu avec Angélique les exactions épouvantables que ces gens mènent. Cette propagande est à la recherche d'un bouc émissaire étranger et nourrie par le rejet passionnel de l'ancienne puissance coloniale. Dans le contexte actuel marqué par la recrudescence et l'extension du phénomène djihadiste en France, cette vision est irresponsable, car la lutte contre le djihadisme est une course contre la montre, et ce combat ne peut être gagné uniquement sur le plan militaire, ce qu'on peut comprendre bien sûr. Aujourd'hui, et pour ne considérer que le Sahel, l'armée affronte Ansar Eddine, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI, la Katiba Machina et la Katiba Al-Mourabitoun, réunis dans un groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, ainsi que l'État islamique dans le Grand Sahara. J'avais écrit à l'époque de la guerre menée au Soudan contre les populations noires africaines, que si cette guerre était gagnée par la dictature de Khartoum, c'était une menace pour tout le continent africain, puisqu'il s'agit d'un agenda expansionniste. Il ne faut pas penser que la guerre, le djihadisme, va s'arrêter aux 5 pays du G5. C'est impossible. S'ils gagnent, ils vont de toute façon aller plus loin. C'est un djihad qui avance inexorablement. Pour l'instant, ce sont les chrétiens qui sont visés.
Mais si ces populations n'existaient plus, comme ce qu'on peut voir aussi au Nigeria, ces pauvres gens qui sont visés, qui sont complètement misérables, sans défense, si ces gens-là n'existaient plus, cette guerre d'élimination continuerait contre ceux identifiés comme de mauvais musulmans, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Bon. C'est ce qui s'est passé au Darfour. La dictature de Khartoum a utilisé les populations du Darfour pour mener la guerre sainte contre les chrétiens et les animistes du Sud-Soudan et des monts Nouba. Et la dictature de Khartoum s'est ensuite retournée contre la population du Darfour. La stratégie occulte était en fait une guerre contre les Noirs, assortie également d'enlèvement d'esclaves. C'est contre ce qui était identifié comme un génocide contre les populations noires africaines que s'est constituée l'association Urgence Darfour. Génocide qui a fini par être reconnu par la Cour pénale internationale. C'est face à cette nouvelle menace expansionniste que doit faire face le continent africain. Le djihad ne s'arrêtera pas aux frontières actuelles, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad. C'est aussi une guerre contre l'Occident. Il faut donc gagner les esprits. Et c'est peut-être dans cette difficulté que réside le plus grand danger. Car la guerre au Sahel ne peut être gagnée par une force occidentale. Elle doit être gagnée avec la société civile. C'est là que les thèses complotistes sont très dangereuses. Il faut que la population soit convaincue pour rester solitaire. Sur le terrain, le conflit est de plus en plus perçu comme un affrontement ethnique entre agriculteurs Bambara, Dogon ou Mossi, avec des éleveurs Peuls hâtivement assimilés aux djihadistes. C'est peut-être d'ailleurs ce genre de renseignements aussi, d'informations qui nourrit le discours dont Angélique a parlé, là, ce monsieur qui disait que c'était surtout à propos du Nigeria, des combats entre des agriculteurs. Les Peuls sont un bouc émissaire tout désigné. Déjà, des extrémistes appellent au meurtre. Les soldats français risquent de se retrouver au milieu de règlements de comptes ethniques. Pour une armée étrangère, conduire des opérations de contre-guérilla à la poursuite d'un ennemi qui se cache au sein de la population est très difficile. D'autant plus que la stratégie des djihadistes est de contracter des mariages avec la population locale. La guerre au Sahel se développe désormais non plus au nord du Mali, mais dans les villages du centre du Mali et du nord du Burkina. Le bon sens serait une volonté forte, une volonté politique qui reprenne le contrôle des zones sécurisées par Barkhane. Barkhane, c'est le nom de l'action française qui a remplacé l'action Serval. La France a aussi perdu la bataille de l'opinion locale. On peut le voir même ici chez nous depuis quelque temps. Les foules qui avaient acclamé Serval sont désormais abreuvées de fausses nouvelles et attaquent les véhicules de l'armée française. Bon, vous savez qu'il y a eu des actions du chanteur Salif Keïta, de Oumar Sissoko, qui est un metteur en scène africain, et qui ont accusé la France de complicité de meurtre, alors que la France est là, logiquement, pour quand même défendre les populations locales. Quant au monde rural, l'échec de l'éducation publique et les financements par l'Arabie saoudite de milliers de mosquées et d'écoles coraniques ont réussi à convertir au salafisme une population qui pratiquait jusque-là un islam soufi modéré. Au Sahel, 5400 écoles sont fermées à cause des attaques djihadistes. Ça, c'est une des choses auxquelles ils s'attaquent systématiquement, les écoles. Et 700 000 élèves sont ainsi sans instruction, ce qui aura une influence directe sur l'évolution économique des pays et par conséquent sur les migrations de la faim vers l'Europe. Barkhane, donc l'action française, n'a pas vocation à rester au Mali. Il faut bien réfléchir à une relève. Face à la dramatique faiblesse des armées du Mali, et je pense que c'est des problèmes qui pourraient se retrouver au Nigeria, puisque effectivement, comme disait Angélique, il faut que la communauté internationale s'investisse, mais ils seront aussi confrontés à cette réalité. Les programmes de formation des militaires ont été confiés à l'Union européenne. Il faudrait introduire, comme c'est le cas au Sénégal, une gestion des ressources humaines fondée sur le mérite et non sur les seuls liens familiaux, ethniques ou politiques. Je fais une parenthèse parce qu'effectivement, ce qu'on ignore souvent, c'est que l'armée sénégalaise est une armée de métier, qui s'est toujours très bien comportée à l'étranger et qui n'a jamais fait de coup d'État. Donc a priori, c'est une armée qui effectivement qui s'est constituée, qui a été par rapport à des mérites. Donc c'est pour ça que c'est très important d'insister là-dessus, parce que souvent dans les pays africains, c'est le népotisme qui
qui fait loi, et donc l'engagement avec une éthique, une déontologie n'est pas forcément le fait des armées qui agissent sur les terrains. Les forces nationales sahéliennes doivent être équipées au même standard que les troupes de l'armée française et commandées par des officiers choisis sur la base du mérite. On peut espérer former des soldats et reconstruire une armée. La sécurité dans l'ensemble saharo-sahélien ne peut être assurée que par les Sahéliens. Voilà, et c'est ce qui s'est passé au Soudan quand on a réussi à faire condamner Omar el-Béchir par la Cour pénale internationale. Ce que nous militions, en militant, nous espérions, c'est que ce soit la société civile qui agisse, parce qu'il n'y a pas de police internationale qui soit liée à la Cour pénale internationale. Et c'est finalement ce qui a été le cas. Donc il faut que les populations soient souveraines par rapport à ces actions. Mais cette sécurité constitue un bien public régional dont le coût ne peut être couvert par les seuls budgets des pays sahéliens. Comment le financer ? La guerre au Sahel, et donc ce sera ma conclusion pour cet avant-dernier chapitre, n'est pas un conflit mineur. Si le Niger tient encore, la progression djihadiste au Mali et au Burkina Faso peut déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, c'est ce que disait Angélique aussi également par rapport au Nigeria. En premier, la Côte d'Ivoire. L'armée est peu crédible. Les rivalités ethniques sont vivaces et elle va se trouver dans des élections à risque en 2020. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez des dernières élections, il y avait eu d'énormes violences meurtrières. Le contrôle par des djihadistes des routes transsahariennes conduirait enfin à une expansion des trafics, cocaïne, armes et migrants, au sein desquels seraient infiltrés tôt ou tard des terroristes. C'est des choses qui sont déjà d'actualité. Donc, ma conclusion. Je vais juste vous citer les événements, vous rappeler que la France non seulement est impliquée sur le terrain militaire, comme j'ai pu vous en parler à l'instant, mais il y a évidemment une action politique. Donc le 13 janvier 2020, Emmanuel Macron a réuni le G5 à Pau. Le G5, c'est la Mauritanie, je le répète, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Et Paris attend d'eux, et c'était le but de cette réunion, qu'ils confirment vraiment leur soutien à l'implication militaire française dans la région. Alors que l'année 2019 avait été meurtrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons perdu 12 soldats au mois de fin novembre, au début décembre, dans une attaque, malheureusement. Non, 13 de militaires de l'opération Barkhane. Voilà. Au Sahel, récemment, vous avez dû en entendre parler aussi, l'armée militaire a eu un succès avec le 9 juin donc 2020, puisque l'armée militaire a éliminé au Mali le chef Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, et cela permet aux forces françaises de progresser dans la lutte contre le djihad. Mais beaucoup reste à faire, notamment à enrayer le recrutement. Ah oui, j'avais une carte, pardon, du coup je voulais pas montrer, je suis désolée. Enfin bon, Angélique vous en a montré, c'est un petit peu tard, mais bon, la partager. Bon, la dernière chose que je dirais, là je vais quand même le partager en hommage d'abord au mouvement pour la paix et contre le terrorisme, et puis par rapport à cette jeune fille, je sais pas partager, il faut partager l'écran, c'est ça ? Partager l'écran. Vous voyez cette photographie ? Oui, elle apparaît ? Oui ? On la voit, effectivement, ça marche. Bon, oui. Alors, nous avons manifesté avec le mouvement pour la paix contre le terrorisme au mois d'avril. Et c'était pour rappeler que cette jeune fille chrétienne qui avait été enlevée au mois de février par Boko Haram faisait partie de toutes ces lycéennes qui avaient été enlevées et qui ont été ramenées par les terroristes eux-mêmes le 21 mars et qui ont été libérées. Mais ils ont refusé de rendre cette jeune fille parce qu'elle a, donc vous voyez son visage, qui a donc 15 ans, qui doit maintenant avoir 17 ans et demi, parce qu'elle avait 15 ans quand elle a été enlevée, parce qu'elle avait refusé de se convertir à l'islam. Voilà. Et
c'est d'une infinie tristesse, comme ces photographies de ces populations chrétiennes meurtries que nous a montré Angélique. Vous imaginez la cruauté de ces gens, ils rendent toutes les jeunes filles, ils refusent, ils gardent celle-là. Bon, c'est absolument affreux. Par ailleurs, le mouvement pour la paix contre le terrorisme, dirigé par Huguette Chomsky, que nous voyons au centre, devait organiser un colloque justement sur le Sahel, donc l'Afrique face au djihadisme. Et ce colloque sera reporté dès que possible. Enfin, évidemment, avec les événements que nous avons vécus ces derniers mois, c'était compliqué de l'organiser. Et si vous venez ou si vous y assistez, vous aurez l'occasion d'entendre David Gagounsi, dont je vous ai parlé, qui est un spécialiste des questions du Sahel. Voilà. Bien. Mon intervention est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous. Donc, je voudrais vous remercier et je crois que je renonce à donner la parole à Batior parce que j'ai compris que le son n'était pas bon. Oui, Huguette, je vais reprendre ton image dans quelques instants. Ce que je voudrais dire, c'est en guise de conclusion, comme nous voulons associer en permanence toutes les religions, que tout le monde, que c'est pas un problème d'une religion spécifique, mais que c'est un problème de droits de l'homme. Nous souhaitons que la dimitude, les lois de la dimitude, et je reconnais que Batior n'arrive pas à prendre la parole, que les lois de la dimitude soient qualifiées de crimes contre l'humanité. Et je voudrais revenir à une autre minorité qui a souffert et parler d'un des porte-paroles. Ça aussi, c'était des discussions que j'ai eues avec l'un d'entre vous, les personnes qui viennent ce soir. Vous ramenez en 1160. 1160, c'est l'époque un penseur, un philosophe juif que vous connaissez tous, Maïmonide, qui avait fui l'Andalousie, terre de, soit dit entre guillemets, tolérance. Il avait fui à cause des persécutions des Almohades. Il est arrivé au Maroc à Fès et pendant quelque temps la vie au Maroc était paisible, mais l'intégrisme, les persécutions religieuses ont commencé aussi au Maroc. Et d'ailleurs, le rabbin, je regarde mon papier pour vérifier son nom, le rabbin Yehuda Cohen Ibn Shushan, qui était directeur de l'Académie talmudique de Fès, est mort en martyr pour avoir refusé la conversion à l'islam. À l'époque, Maïmonide avait 27 ans et il a écrit une épître sur la persécution, justement par rapport au problème de conversion, de conversion forcée à l'islam. Et il a décrit un certain nombre de cas où il recommande aux Juifs de résister parfois jusqu'à la mort, mais il dit que les commandements de la Torah sont donnés pour vivre et non pour mourir, je cite. Mais il décrit des cas où on ne peut pas, où il faut accepter de mourir, d'autres cas où il faut fuir vers des contrées plus tolérantes. Et je dirais que c'est ce qu'il a fait lui-même, quelques mois après avoir écrit cette épître sur la persécution, en 1163, 10 jours après l'assassinat du rabbin dont je viens de vous parler, il a quitté Fès avec sa famille et il a rejoint Jérusalem. Voilà, donc vous voyez que le problème est malheureusement récurrent et que je pense que c'est le même qui se pose partout, c'est le même qui se pose aussi bien aux chrétiens qu'on a vu tout à l'heure. Que faire? Résister, mourir, partir, aller vers le sud, comme vient de le dire Lucien. Voilà, c'est toujours les mêmes questions. Donc je pense qu'il faut que tout le monde s'allie et porte cette question ensemble, que les Juifs défendent les chrétiens les Juifs, etc., etc. Toutes ces minorités qui étaient des majorités, mais qui ont été envahies par le djihad et qui sont devenues des minorités de seconde zone dans leur propre pays, grâce à l'intimidation et au terrorisme, ce terrorisme qui existait déjà au Moyen-Âge. Donc, cette soirée se termine. Je remercie les intervenantes de nous avoir fait partager leur inquiétude et en même temps leur optimisme et leur espoir. Leur inquiétude et leur espoir, c'est aussi notre espoir. C'est pour ça que nous sommes là. Et je voudrais relever un témoignage qui a été donné, un nom qui a été donné, celui de Léa Charibou, cette jeune fille, mais maintenant jeune femme, qui n'a pas été libérée parce qu'elle est chrétienne et qu'elle a refusé
de se convertir à l'islam. Elle est esclave dans des conditions qu'on peut même pas imaginer, des conditions certainement horribles. Il y a eu un témoignage de quelqu'un qui a pu la rencontrer et qui a été libéré. Mais je pense qu'elle est un peu actuellement le symbole d'un combat que nous devons mener. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vois que peut-être Huguette avait quelque chose. Je vais peut-être, si tu veux prendre la parole, si tu as quelque chose à dire, à moins que je l'ai déjà dit ou que quelqu'un l'ait déjà dit, je te donne le micro. Voilà. On m'entend là? Oui, très bien. On m'entend? Oui. Oui, alors Diane et toi Alexandre, vous avez parlé de Léa Charibu. Je rappelle que quand elle a été enlevée dans le cadre d'un enlèvement de masse à Dapchi, elle n'avait pas 15 ans. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Et elle a vraiment fait preuve d'un courage peu commun. Et je crois qu'un cas comme elle, quelque part, ça nous oblige. Parce que refuser de se convertir alors qu'elle aurait pu être libérée avec les autres, ça marque une force de caractère vraiment peu commune. Alors moi, je voudrais simplement reparler des 112 lycéennes, puisqu'il en reste encore 112 portées disparues. Les lycéennes de Chibok, ça n'a été ni le premier ni le dernier enlèvement massif mené par Boko Haram, et ça a été certainement le plus médiatisé. Vous vous rappelez tous que tous les people se sont mobilisés pour dire Bring back our girls. Tout à l'heure, on parlait du silence dans le monde arabe par rapport au djihadisme. Je veux rappeler que lorsque les filles de Chibok ont été enlevées le 14 avril 2014, nous avons, dans le cadre du collectif contre le terrorisme, lancé 3 jours après un appel, et que cet appel, nous l'avons lancé avec Boualem Sansal, et je me souviens encore de Boualem disant « je signe des 2 mains », parce que ça lui rappelait évidemment les enlèvements de lycéennes en Algérie par les islamistes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents des 112 filles de Chibok, toujours portées disparues, tout au moins ceux qui ont survécu, car certains sont morts de chagrin. Ça fait maintenant 6 ans, plus de 6 ans, 2263 jours exactement. Il faut savoir que chaque semaine, à Lagos, tous les samedis, il y a une mobilisation, alors qu'ils sont oubliés du monde entier, qu'ils sont oubliés du président Bouhari, qui avait pourtant été élu en 2015 sur la promesse de ramener les filles. Et donc, que pour nous, c'était pas une mode. C'était pas une mode, c'est un engagement long cours, et on est solidaire des parents de nos partenaires nigérianes qui sont extrêmement sensibles. Donc, c'est vrai, on parlait tout à l'heure de la France. La France ne fait rien, et eh bien, faisons ensemble pour que la France se rappelle notamment des 112 de Chibok, parce qu'elles sont emblématiques, et de tous les otages de Boko Haram. Merci beaucoup. C'était une conclusion. Il me reste à vous remercier tous. Et voilà, et je vous remercie aussi pour votre participation. Dans quelques jours, nous mettrons en ligne la conférence d'il y a 3 semaines, et nous mettrons également les conférences de ce soir. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir. Merci. Au revoir.